Bienvenue à vous toutes et vous tous sur French Morning. Comment, si vous ne nous connaissez pas encore, je ne sais pas si cela est possible. Nous sommes quand même déjà là depuis 16 ans maintenant. J'avais 5 ans quand ça a démarré. En tout cas, si vous nous découvrez aujourd'hui, nous sommes le média digital leader sur l'audience des expatriés francophones aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Royaume-Uni. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire consacré à un sujet très intéressant. Vous êtes toujours nombreux à vous inscrire quand il s'agit du marché immobilier à Los Angeles qui fait toujours rêver. Et nous sommes là pour vous aider à transformer le rêve en réalité avec nos experts. Le marché immobilier à l'approche, nous sommes à quelques mois de 2024, lors d'un webinaire dédié au marché immobilier californien. En général, notre ami Marc de Longeville qui nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour. Agent immobilier francophone que vous connaissez bien à Los Angeles. Il va nous divulguer ses conseils sur la meilleure méthode pour acquérir un bien immobilier à LA et aux alentours. Il va également faire un tour, le point sur la santé du marché immobilier en Californie du Sud et sur les opportunités à saisir, ainsi qu'un rappel générale sur la fonction de l'agent immobilier aux États-Unis, qui est assez différente de celle que, on peut le dire, on peut connaître en France. Et puis, il est bien accompagné aujourd'hui avec Chéri Kia. Bonjour Chéri. Bonjour Francky. Alors, j'ai prévenu ma femme que je vais appeler une femme chérie pendant 1 heure et que c'était votre prénom. Donc, comme ça, je ne veux pas d'embrouille parce que si elle met le webinaire en plein milieu sans être au courant et qu'elle me surprend en train de dire « Alors, chérie, finalement, en ce moment, je préfère assurer mes arrières. » Experte des emprunts immobiliers en Californie, chérie de la négociation au contrat d'achat, au closing, en passant par les options de prêt. Vous aurez, après avoir visionné ce webinaire, toutes les cartes en main, en principe, pour réaliser votre investissement dans la Cité des Anges. Pour ceux qui connaissent d'ores et déjà le principe de ce webinaire, vous avez la possibilité sur le live de poser vos questions au fur et à mesure, dont je me ferai l'écho dans la dernière partie de Q&A de ce webinaire. Alors, théoriquement, par galanterie, nous devrions commencer par Chéri, mais dans la logique des choses, on trouve d'abord le bien immobilier, après, on s'occupe du prêt. Donc, honneur à Marc, si Chéri est d'accord. En quelques mots, Marc, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, si c'était possible que tu te présentes, ton activité. Je sais que ça fait 38 ans que tu es en Californie. Dis-en-nous un petit peu plus sur toi avant de rentrer dans le vif du sujet. OK. Eh bien, merci Francky de cette introduction et bienvenue à tout le monde sur ce webinaire. Je vais partager mon écran, parce que j'aime bien montrer des photos sur mon expérience américaine. Alors, une petite seconde, c'est le moment technique. La dernière fois, Francky m'a laissé parler 5 minutes avant de me dire que justement, je n'avais pas de présentation. Et là, je vais confirmer dès que je vois l'image qui est en train… Voilà, c'est parfait. parfait. Cette fois, voilà, on est moderne. Très bien. Superbe. Bon, tu as dit quelque chose d'important au début, Francky, c'est le rêve américain, le rêve californien. C'est ce qui m'a amené ici il y a un peu plus de 38 ans, où je me suis retrouvé un peu par accident à Los Angeles en plein milieu de l'hiver, et j'étais venu pour 2 semaines, je suis resté. Alors, les gens ne se rendent pas compte, mais on est entouré de montagnes et vous voyez, en hiver, on a la neige derrière downtown. Et d'ailleurs, cette photo a changé parce que depuis, il y a encore beaucoup plus de high-rise. Mais moi, je trouve ça très inspirationnant. Francky m'a toujours dit, il faut que tu sois personnel dans tes présentations. Alors, je vais être très personnel parce que là, je vous montre des petites photos maison. Moi, quand je suis arrivé, il y a donc une éternité, et j'habitais en dessous du Hollywood Sign. Et quand je disais à mes copains, j'habite à Hollywood, tout le monde était là, mon Dieu, c'est pas possible sur le Hollywood Sign. Et voilà. Donc, c'est la preuve. Une petite photo de moi du Avec des ski, c'est cheveux. amusant parce que à 1 heure et demie de voiture, on peut faire du ski à Los Angeles. C'est extraordinaire. Il y a les montagnes de Big Bear, Snow Summit. Et vous voyez, ça, c'était il y a 1 an ou 2. C'est vraiment très accessible. Géographiquement et géographiquement toujours. Ça, c'est des photos de moi dans le désert. Encore une fois, 2 heures de voiture, vous avez un climat différent. Il fait, je ne sais pas, 15 degrés en hiver à Los Angeles. Vous avez là-bas, il fait 25, c'est l'été, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ça, de quoi vous faire rêver. Je partage mon rêve là. Mais maintenant, pour parler un peu et bien, qui suis-je, qui est ma profession? Donc, je suis agent immobilier depuis 8 ans. Avant ça, ma profession, j'étais dans la mode pendant plus de 30 ans.
Et j'ai décidé de faire une transition, donc il y a 8 ans, et sans regret, parce que vraiment, j'adore ce que je fais aujourd'hui. Je travaille pour une société qui s'appelle Vista Sotheby's International. Vous avez certainement entendu parler de la maison qui fait les ventes aux enchères, comme Christie's. Voilà, nous sommes la branche immobilière. Nos bureaux sont focus au sud de l'aéroport, ce qu'on appelle le South Bay. Vous voyez, tous les petits points rouges, ce sont nos bureaux. On est donc de Segundo jusqu'à Long Beach. Et on est quand même une petite boîte qui se débrouille bien. On a 280 agents. On fait un chiffre d'affaires. Bon, en 2022, c'était 2,6. C'est quand même pas mal, 1 million à la fois. Alors, nos services, qu'est-ce qu'un agent immobilier fait? Un agent immobilier, il a une sacrée panoplie parce qu'on fait dans le résidentiel, on s'occupe des achats, des ventes, des locations. On s'occupe aussi des investissements pour nos clients dans les propriétés type revenus, donc à titre locatif. Et aussi, on fait des achats, on achète des propriétés qui ont besoin d'amour et on les répare pour les revendre. Ça s'appelle un flip. Et nous faisons aussi de la gérance de propriétés. Alors, très important que vous entendiez ce message. L'agent est toujours au centre de la transaction. L'agent immobilier aux États-Unis, c'est un animal différent qu'en France. C'est une personne d'abord qui doit être licenciée. Tous les 4 ans, on doit refaire la licence. C'est des cours de 45 heures. Je suis en train de refaire en ce moment, parce que j'arrive au fin de mon cycle de 8e année. C'est vraiment retourner à l'école, c'est casse-pied. Mais enfin, voilà, mais c'est aussi important parce que ça nous permet d'être toujours au top de notre profession. Pourquoi je dis qu'on doit toujours être au centre de la transaction? Parce qu'il y a trop d'éléments ici qui se passent dans une transaction. Et donc, on devient des sortes de concierges et on travaille avec beaucoup de gens quand on est à l'achat, à la vente. Et je commence par la personne numéro 1, et Chérie va prendre ça plus tard, va nous en parler un peu plus en détail, ce qui est le prêteur. Car sans le prêteur, nous, agents immobiliers, vous venez me voir pour me dire, monsieur, je voudrais acheter une propriété. Si vous l'achetez en cash, c'est différent. Mais si vous devez faire un prêt bancaire, eh bien, c'est elle qui va définir, ou lui, qui va définir vos pouvoirs. Parce qu'on pense, parfois, on a des impressions que nos moyens, disons, sont $1 million ou 500 000 $, mais on ne se rend pas compte que nous avons des dettes qui vont être considérées ou que nous n'en avons pas et on peut peut-être pouvoir acheter au-dessus de ce budget ou en dessous. Donc, c'est le lender qui va nous mettre sur le focus et grâce à ce prix d'achat, on va savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut acheter et où. Ensuite, toute une liste de gens importants. Le notaire, ici, c'est un coïncident, un escroc, c'est les compagnies d'escrocs. Non, ce sont des gens très bien, figurez-vous, parce que c'est eux qui vont gérer de manière bilatérale, la transaction. Ensuite, quand on est dans un achat, on fait affaire aux inspecteurs techniques, c'est des gens qui viennent, qui vont inspecter le produit. Suite à quoi on peut faire une deuxième négociation avec le vendeur si on réalise qu'il y a des trucs que personne n'était au courant. Les courtiers d'assurance, décorateurs, stagers, ça c'est plutôt à la vente. On sait qu'aujourd'hui, si une maison qui est bien arrangée se vendra plus rapidement et plus cher qu'une maison qui ne l'est pas. Et les corps de métier de toutes sortes. C'est-à-dire que moi, si vous me donnez un produit à vendre, j'ai toute une équipe qui vient, qui va s'occuper de, je ne sais pas, changer les maquettes, faire la peinture, la plomberie, l'électricité, tout ce que vous voulez. Pour vous, pour cette, comment on appelle ça, les gens qui nous regardent? Ça fait 38 ans que j'ai là, j'ai oublié mon français. Notre audience, pour notre audience française. Absolument, absolument. Important, il faut que vous soyez en contact avec des avocats d'immigration, avocats internationaux, experts comptables. Voilà, et on travaille avec tous ces gens-là aujourd'hui. Donc, l'agent, encore une fois, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, nous avons tout ça sous la main. Voilà, un bon agent immobilier, surtout francophone, il aura ses networks à mettre à votre disposition. Alors, comment ça se marche ici, le marché? L'accessibilité, c'est super parce qu'elle est visible pour tout le monde. Ce n'est pas un business de quartier, de boutique, où vous devez rentrer dans une agence pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le quartier. Ici, on a un système qui s'appelle le MLS, où tous les agents, tous les brokers participent et mettre les produits. Donc, sur n'importe quelle plateforme médiatique, ça, ce sont des sites syndicalisés que je mets là. Zillow, Rent.com, Trulia, il y a tellement de sites. Et vous voyez, tout de suite, là, par exemple, j'ai mis un listing en vente jeudi dernier. 2 heures plus tard, c'était partout dans le monde. Et tout le monde peut voir l'adresse, c'est exactement où c'est, pas juste une idée générale de l'endroit, mais l'histoire de la propriété, qui sont les agents, comment connecter avec eux.
Et 50% du business, par exemple, c'est sur Zillow. Tout le monde est sur Zillow à regarder et c'est les gens, ils appellent ensuite leur agent, tiens, j'ai vu un truc super, il faut qu'on aille la voir, tout ça. Donc, c'est très important, ça. Et surtout, c'est très pratique pour vous, pour voir que ce soit pour la location, l'achat ou la vente. Voilà, alors maintenant, pour vous montrer un petit peu Los Angeles, les gens ne se rendent pas compte qu'on est vraiment, on est entouré de montagnes. Et c'est pour ça que j'ai mis cette petite carte, parce que ça nous montre un petit peu précisément où nous sommes. Et puis, j'ai mis les quartiers qui sont favoris des Français. Hollywood, moi, c'était ma Mecca quand je suis arrivé ici, mais Santa Monica, Malibu, plus au sud, Manhattan Beach. Et quand je parle de Santa Monica, Manhattan Beach, je vais en parler un peu plus en détail, c'est des endroits qui ont une très bonne démographie, surtout qui ont des très bonnes écoles. Et dans l'immobilier, l'école, c'est très important de participer avec des bonnes écoles parce que ça donne toujours de la valeur, une appréciation à votre propriété. Alors, on continue. Santa Monica. Bon, voilà, je vais juste parler justement, je parlais du démographique, de Santa Monica, Beverly Hills, Manhattan Beach. Le démographique, l'appréciation, ce sont des quartiers qui sont toujours en appréciation. Je parle toujours de l'époque, quand on est en 2008, on a eu une énorme crash ici. Le marché, c'était vraiment un peu partout, c'est effondré, c'est tombé de 30%. Mais ces quartiers-là, c'était les premiers à rebondir. Un an et demi, 2 ans plus tard, ils étaient déjà de retour là où c'était 2 ans avant. Alors que des quartiers qui sont plus loin, en dehors de Los Angeles, des endroits un peu plus inconnus, ça a mis 5, 6, 7 ans. Voilà, donc c'est important. On dit toujours ce terme, d'ailleurs, ça c'est dans le monde entier, location, location, location. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Les systèmes scolaires qui sont indépendants, j'en parlais il y a une seconde. Petite communauté, propre administration, Santa Monica, ils ont leur propre police, Manhattan Beach, leur propre police. Donc, c'est des gérances un peu différentes. Et puis, c'est très international. Et je vais vous montrer des photos un peu plus tard pour vous dire que ce sont les plus beaux quartiers de Los Angeles. Alors, on continue. Manhattan Beach. Alors, je parle de Manhattan Beach parce que c'est là où j'ai commencé ma carrière, où j'ai d'ailleurs toujours mes bureaux. Là, je vous parle de Sherman Oaks, où j'ai acheté une maison il y a 2 mois. Sherman Oaks, c'est en haut des collines. Et enfin, là où je suis en haut des collines, sur Mulholland Drive. Et donc, c'est complètement l'opposé. Comment? La fameuse Mulholland Drive. La fameuse Mulholland Drive, exactement. Il y avait avec Jack Nicholson. Et France Gall habitait sur Mulholland Drive. Oh, ben, je ne savais pas, tu m'en apprends des choses. Alors, Manhattan Beach, c'est très iconique, ils ont un pier. C'est vraiment une communauté qui était une communauté d'ouvriers quand ça a commencé. Ensuite, d'ingénieurs, parce qu'il y a toute l'aérospatiale qui s'est installée là. Et depuis maintenant plusieurs décades, cette démographique s'est élevée. Les maisons qui autrefois coûtaient 100 000 $, maintenant, ce que vous voyez sur le front de mer, c'est du 20-30 millions de dollars. Ça a vraiment changé. Et ça, c'est important que vous preniez, vous, pour cette audience française, l'appréciation en Amérique est très différente en France. La communauté dont je vous parle maintenant, c'est Manhattan Beach, encore une fois. C'est des chiffres qui ressemblent tout produit, c'est-à-dire ça peut être un appartement, une maison, un peu produit mélangé. Donc, on est en 2008. Le marché est très fort et un produit moyen, c'est 1,6 million. Le marché se casse donc la figure. Et les 2-3 années ensuite, vous voyez, ça a commencé à remonter légèrement en 2011. Et 2012, là, ça a décroché. Et vous voyez un peu cette appréciation constante. 2022, 3,1 millions pour la même maison. C'est très important que vous pensiez à ce chiffre-là parce que c'est un chiffre, c'est depuis que je suis dans cette industrie, depuis 8 ans, c'est tout ce que j'ai connu. On a un phénomène où on n'a pas assez de produits, donc c'est un marché très porteur pour les vendeurs, mais aussi pour les acheteurs, parce que quand vous achetez, vous avez un phénomène d'appréciation. Ma maison que j'ai achetée il y a 2 mois, j'ai déjà l'appréciation dedans. Ce n'est pas pour ça que j'ai acheté parce que je suis tombé amoureux de cette maison, c'est pour une question de qualité de vie. Mais c'est quand même sympa de savoir que mon investissement tient la route. Alors, je vais vous faire rêver un petit peu. Regardez Manhattan Beach, le côté du pire. Avant, regardez de la mer, maintenant de la terre. C'est très iconique. On a l'impression, à chaque fois que je vais là-bas, j'ai l'impression d'être en vacances. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a plein de petites rues, ce qu'on appelle les walk streets, c'est-à-dire qui vont donc vers la mer. Par exemple, ces maisons, pour vous donner une idée, on est maintenant à 2 blocs de la mer. Ces maisons sont entre 6 à 9 millions de dollars, parfois 10, suivant la taille. Ça, c'est marrant. Ça, ça appartient à une Française son mari était un des cofondeurs de Yahoo. Ils sont divorcés. Elle a décidé de garder la maison. Donc, une maison très iconique d'architecte, très belle.
Le Strand, ce qu'on appelle le Strand, vous voyez, il y a un petit boardwalk. Alors, le matin, c'est extraordinaire. Moi, autrefois, j'habitais dans le coin, j'allais courir là-bas. Toute la ville est là à faire du sport le matin, soit à nager, à faire du surf, à faire de la bicyclette, à courir. C'est une ville qui est super dynamique, très, très, très healthy, très saine. Maintenant, on remonte vers Santa Monica, que j'ai quitté donc, il y a quelques mois. C'est là où j'habitais ces dernières années. Ça, c'est une petite photo sunset du Pier. De l'autre côté, encore une fois, Boardwalk. Toute la ville de Los Angeles est quand même sur la plage. Il ne faut pas ignorer ça. C'est vraiment, c'est une des plus belles plages que je connaisse. Ça, c'est amusant. On est sur PCH, sur cet immeuble. Regardez là. Ça, c'est de l'autre côté. PCH, c'est la fameuse Route 66, OK, qui va vers Malibu, là. Et j'ai pris cette photo parce que le dernier étage, c'est réservé pour les voitures. C'est elles qui ont la plus belle vue. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ah, Francky, c'est laquelle ta voiture, là? Dis-moi. IRS assiste, paraît-il, à cette conférence et je préfère dire la Prius. Très recherche. On est toujours à Santa Monica. Frank Gehry, pour ceux qui sont des bœufs de l'architecture, c'est un gars très fameux. Ça, c'est sa maison, très éclectique, sur une petite rue charmante qui donne sur le Santa Monica Canyon. Toujours Frank Gehry. Ça, c'est une maison d'architecte qu'il a fait à Venise. Ça appartient à Google aujourd'hui. Ce n'était pas le cas avant, mais Google s'est installé. Ils sont très importants. On appelle ça maintenant le Silicon Beach. Silicon Valley, c'est devenu Silicon Beach. Et à un moment, Venise a fait un mémorandum que pour de nouvelles propriétés commerciales, il fallait créer un visuel. Alors ça, c'est Frank Gehry. Il y en a une qui est un peu plus haut, c'est une ballerina, mais c'est un type avec une barbe, avec un petit toutou. Je ne sais pas si tu as vu ça, c'est devant le Rose Café. Anyway. Incroyable. Alors, très iconique, c'est la ville des palmiers. J'ai lu un article il y a 2 jours, je ne savais pas, mais tous ces palmiers, ils ont été plantés en 1930. Ils en ont planté 25 000. Wow. Et là, ils sont en train de réaliser que, en fin de compte, ce n'est pas très green. Et ils sont en train de mettre des arbres qui donnent plus d'ombre. Voilà. Mais je crois que ça va rester un petit moment encore, parce que ces palmiers, ça fait partie de la ville. Et il va faire ça à l'époque pour créer ce côté vacances, pour que les gens, justement, viennent s'installer à Los Angeles. De retour à Venise, un petit côté iconique des canaux. Il en reste quelques-uns, mais à l'époque, tout Venise, c'était des canaux. Et quand ça avait été créé par un type qui s'appelle Abbot Kinney, et quand Abbot Kinney est mort, sa famille n'a pas su tenir sa vision, et la ville, pour faire des revenus immobiliers, eh bien, ils ont commencé à bouger les canaux pour construire des maisons et pour avoir les taxes foncières. Ça manquait un peu de vision, mais Dieu merci, il reste quelques canaux, c'est vachement sympa. Ça, c'est les Walk Street, c'est les Walk Street de Venise. C'est comme donc à Manhattan Beach, c'est donc des rues perpendiculaires à la plage. Cette maison était à un bloc de la plage et j'ai eu l'occasion de la vendre. C'était des propriétaires français qui m'ont donné ce listing et j'ai trouvé des acheteurs français. C'était assez iconique, voilà. Et une belle maison du 1920, tu vois, ça, même plus, non, 1907, celle-là. Encore une fois, le boardwalk de Venise. Eh bien, on a une époque pendant le Covid, c'était un peu l'épidémie des homeless. Il y en avait un peu partout, mais Dieu merci, ils ont réussi à obtenir. Il y a un peu plus de contrôle aujourd'hui. Alors ça, c'est moi, là, en train de faire c'est mon moment de bragging right. Comment dit-on? De gloire. Moment de gloire, ça, j'ai eu un listing extraordinaire. J'appelle ça mon bébé Versailles. Je ne sais pas, vous allez voir sur la photo, mais c'est marbre, c'est gold, c'est l'or. C'était une famille qui avait vécu en Iran et ils sont venus là. Ils ont ramené un peu le goût, un peu rococo. Et c'est une maison d'ailleurs très impressionnante qui est au-dessus de Sunset Boulevard avec une vue incroyable. C'était l'année dernière, ça. Comment? L'année dernière, n'est-ce pas? Non, c'était vendu au mois de février. Dernier, ouais, moins d'un an. Au mois de février. Mais enfin, tous mes produits ne sont pas toujours comme ça. Hein. Moi, je fais des achats, ça commence à 200 000 $. Mon premier, enfin bon, on en parlera plus tard. Et puis là, je viens de lancer un produit il y a jeudi dernier. Et ça, c'est une maison d'architectes. J'ai vraiment eu un coup de bol d'avoir ce produit. Donc, c'est un type incroyable qui s'appelle Eric Owen Moss. Frankie, chérie, vous le connaissez certainement parce qu'il a fait des tas de buildings à Culver City. C'est la seule maison résidentielle qu'il a fait. Et tous ces buildings, c'est des musées, c'est des bureaux, c'est commercial.
Et c'est des buildings qui sont déconstruits. Ils appellent ça, il y en a un qui s'appelle le wrapper, le waffle building. Euh, Eric Owen, si vous faites un Google, tu vas voir, c'est incroyable. Tu as vu tous ces trucs, il est dans le monde entier. Et ça, c'était pour un client, il y a 30 ans, il avait créé ça. Et ma cliente l'a acheté il y a une dizaine d'années, elle a installé la piscine, dessinée par aussi Eric. Enfin voilà, une maison très importante. Et aujourd'hui, après ce webinaire, je vais faire ce qu'on appelle une open house. Une open house, c'est une manière de connecter avec le public, surtout avec les agents. Les propriétaires nous laissent la maison pendant 2-3 heures et on reçoit, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle caravane, c'est strictement pour l'industrie des agents. Ils peuvent amener leurs clients s'ils veulent. Comme ça, ils peuvent voir le produit. C'est une des manières les plus efficaces de vendre les maisons. Je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas en France, mais ici, tous les week-ends, il va y avoir des signes que vous allez voir dans la rue, open house, et vous allez voir des maisons. Voilà, c'est la manière de connecter pour tout le monde. Petite piscine sympathique, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais celle-là, elle a coûté 500 000 $. Tout l'équipement est intégré. Au-dessus de la piscine, c'est tout l'équipement dans une salle énorme, en sous-sol. Le jacuzzi, il est dans la piscine. Il y a un énorme morceau de verre, je ne sais pas si vous le voyez encore une fois vers le haut, qui sépare le jacuzzi de la piscine. C'est un lagoon. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est peut-être la plus belle piscine que j'ai jamais vue. Alors, important, là, je vais préparer le terrain pour toi, chérie. Ouais. Parce que ça, c'est maintenant, je parle. Bon, si vous voulez acheter avec un prêt bancaire, c'est amusant que je vous parle un petit peu. C'est un prêteur qui m'a prêté cette slide. Et vous voyez qu'il y a toujours une presse très négative. Pourquoi négative? Parce que le négatif, ça se vend beaucoup mieux que le positif. Les bonnes nouvelles, les gens s'en foutent. Les mauvaises nouvelles, c'est humain, on s'attache à ça. Et si vous voyez, je vais vous traduire un petit peu les nouvelles de 2015 à octobre 2015 à juin 21. C'est l'immobilier aujourd'hui, c'est une bulle qui est plus importante que 2006. Et 2006, on sait qu'on a une crise énorme après. La génération des millénials, ils vont faire tomber le marché. Ensuite, enfin bon, c'est que des mauvaises nouvelles. Hein. Le marché va se casser la figure. C'est une apocalypse qui arrive. Et alors, à côté, l'appréciation. 5%, 5,4, 6,5, atteint 4, 16 et 18. Ça, c'était les périodes Covid. Maintenant, on est de retour. L'année dernière, on était à 5,8 et je crois qu'aujourd'hui, on est dans les 5,7. Et 5, c'est un peu le chiffre magique de l'appréciation. Et si vous prenez une maison d'1 million, je parle de ça parce qu'il y a un coût à attendre. Il y a beaucoup de mes clients qui disent « Oh, je vais attendre que les taux d'intérêt soient plus bas. Ah, je vais attendre que le prix des maisons vont baisser. » J'ai des clients, ils avaient des budgets de $1 million, ils ont fini par acheter 1,5 million, ils ont attendu des années à réaliser que ça n'allait pas se passer. Donc, il n'y a pas de bon moment pour acheter. Le moment, c'est le moment où vous décidez, on veut avoir une plus belle maison, on va vendre une grande maison pour acheter un truc plus petit. C'est le fonctionnement, on a un enfant en plus, on a besoin d'une chambre en plus, on doit bouger pour des raisons de boulot. J'ai acheté donc, moi c'est mon exemple, j'ai acheté une maison il y a 2 mois avec des taux d'intérêt plus élevés que l'année dernière, c'est clair. Mon pari, c'est que ces taux vont redescendre et en attendant, je dois me faire plaisir. C'est une qualité de vie. Voilà. Et j'ai acheté ce que je peux me permettre d'acheter. Donc, c'est important. Vous avez vu ces chiffres pendant que je vous parle. Une maison qui était à 1 million en 2015, elle est à 1,7 million aujourd'hui en appréciation seulement. Donc, Marc, j'aimerais qu'on s'arrête 1 minute sur ce concept parce qu'il est important et on l'entend rarement. Quand on attend comme ça la baisse des taux d'intérêt, on ne réalise pas dans un marché haussier comme celui de Los Angeles que sur le papier, on est souvent perdant. Je voudrais être certain qu'on ait bien saisi le point que tu viens d'évoquer. Le temps qu'on a attendu une éventuelle baisse des taux d'intérêt, la valeur de la maison a été largement supérieure à l'économie qu'on envisageait, que l'on pensait faire de par la baisse des taux d'intérêt. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et Chérie va être beaucoup plus détaillée après. Mais enfin, moi, je voulais en parler de mon point de vue parce que c'est mon langage pour vous, monsieur et madame acheteur. Et c'est très important parce que on est toujours, on vit dans la peur. Ah, les taux d'intérêt sont trop chers. Les nouvelles, ah, ça va se casser la gueule. OK. I made my point, comme on dit ici. Et alors, maintenant, d'ailleurs, je mets en pratique, attendez, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est les coûts d'attendre.
Et ça, c'est des coûts d'attente tout compris, c'est-à-dire on a l'appréciation d'un côté, on a les taux d'intérêt d'un côté, les coûts de fermeture, parce que quand on fait un achat, ça a aussi des coûts, il faut tenir ça. Et, et à la fin, si le coût d'attente 6 mois, vous venez de perdre 28 000 $ et un an, 71 000 $, avec les taux d'intérêt actuels. Voilà, bon, chérie, ça va être à toi maintenant. Et je finis toujours ma dernière slide, c'est ma slide la favorite, parce que c'est Tartarin de Tarascon qui arrive. Et le voilà. Un de mes hobbies favoris, c'est la pêche au homard. La saison, ça commence ce mois-ci jusqu'au mois de mars. Et je fais ça avec des copains. Alors, ce sont des plongées de nuit. C'est le seul moment où on peut vraiment les attraper, parce qu'ils sortent de leur caverne, de leur trou. Et enfin, bon, voilà, c'est un sport que j'adore faire. Et ça me permet, voilà, à mes clients qui deviennent mes amis, parce que, encore une fois, les clients dans l'immobilier, vous avez vu ici l'interaction, c'est effectivement, c'est transactionnel, mais c'est une transaction où on crée des liens énormes. C'est très émotionnel et on est là vraiment pour vous tenir la main. Et moi, ça me permet donc de faire des nouvelles amitiés et ça me permet, pendant la saison des homards, de vous amener des petits homards à la maison pour votre barbecue du week-end. Voilà. Vous avez Magnifique. quelques petits, Et pour ceux qui ne mangent pas les fruits de mer comme moi, tu leur fais un tuna sandwich? Alors là, je suis désolé. Ah, si, je fais aussi la pêche au thon. Oh, j'aurais dû rajouter cette photo. J'ai été Eh pêché. oui, ah oui, on veut la pêche au thon la prochaine fois. Oui, Magnifique. oui, oui, on fait la pêche au gros aussi. Ah, mais la Californie, pour ça, c'est formidable. On peut faire du ski, on va dans le désert, on va faire la pêche, on va faire la plongée, on fait des balades dans les collines extraordinaires, les hikes et tout. C'est vraiment un petit paradis en soi. Juste Voilà. Eh avant, bien, écoutez, merci, chère audience, de m'avoir écouté. Et merci, reste avec nous, Marc, parce que tout à l'heure, bien sûr, on aura des questions et tu peux intervenir également pendant l'intervention de Sherry. Je voulais juste que remets la slide juste une seconde, parce qu'on a vu 2 QR codes s'afficher. Je voudrais juste dire un mot sur ce guide de l'acheteur qui est extrêmement complet et très utile, que je vous invite avec vos téléphones à scanner tout de suite. Et puis également à droite, le website, le QR code pour arriver sur le site. Vous avez les coordonnées. Prenez une photo. De toute façon, le replay va être disponible très prochainement sur frenchmorning.com de ce webinaire si vous avez des points sur lesquels vous voulez revenir plus en détail. Je vous invite à poser vos questions également sur le chat que je transmettrai en fin de webinaire. Chérie, ravi. Je me suis posé la question, c'est le premier webinaire il y a toujours une petite appréhension en règle générale, un premier webinaire. Donc, je me suis dit, bizutage, pas bizutage, je vais être gentil, je vais pas être… Je ne sais pas, je sais pas. On va voir. On vous écoute, chérie. Merci de vous présenter et surtout merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Je m'appelle Sherry Kia. Je suis iranienne. J'ai fait mes études de sociologie en France et je suis venue à Los Angeles en 1985. Je suis dans l'immobilier depuis 1991, alors ça fait plus de 30 ans. Oui, comme tu as dit, Francky, c'est ma première fois que je fais un webinaire, surtout en français. Alors, bon, j'essaie de… Ouais. Chérie, je me souviens pas. C'est pas en 85 que tu es arrivé aussi, toi, Marc? C'est en quelle année? c'est novembre 84. Oui, moi, c'est Oui. décembre 84. Alors, ça fait 85. Oui. Alors, bon, je suis courtière des emprunts immobiliers à Los Angeles et en Californie. Ma compagnie, c'est SGK Private Mortgage Banking, que j'ai créée en 2018. Avant, j'avais Kia Financial Group à Beverly Hills. Comme je parle français, j'ai beaucoup de clients français pendant des années. Soit ils venaient de France, soit ils vivaient aux États-Unis et j'ai beaucoup les aidés pendant des années avec leur crédit immobilier qu'ils voulaient acheter à Los Angeles ou bien en Californie. J'ai une petite histoire un peu marrant. Bon, ben, je travaillais avec un Français à l'époque, il y a 17 ans, je crois. Et je faisais un emprunt pour lui. J'étais dans un club à Paris, dans une discothèque. À l'époque, on avait beaucoup de discothèques plus maintenant. Et puis, mon assistant qui m'a envoyé un email en disant que son emprunt a été rejeté. Bon, alors je suis sortie du club. Mes amis me disent, mais tu travailles toujours, même quand tu es en vacances? J'ai dit oui, c'est la mode des États-Unis, on travaille toujours. Et puis, alors, je suis sortie du club, j'ai envoyé des emails, j'ai parlé à la banque et puis je suis rentrée. Mon assistante m'a appelé dans une demi-heure, elle m'a dit, bon, l'empreinte a été approuvée.
Alors, c'était vraiment un miracle, mais c'est arrivé. Et puis, l'agent immobilier m'a envoyé un gros bouquet de fleurs quand je suis arrivée à Los Angeles en me disant chapeau chérie. Bon, ben, c'était quand même quelque chose qui est arrivé. Moi, je serais resté en boîte. Hein. Marc, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Marc? Non, toi, tu te serais occupé du client. Un peu comme chérie. Voilà. Vous êtes bien, vous êtes bien. Non, vous êtes bien. On vous garde. Alors, ma compagnie fait la liaison entre les acheteurs et les banques ou les institutions financières. L'avantage de Private Mortgage Banking que j'ai créé depuis 2018, c'est que en plus des emprunts normaux et des emprunts conventionnels, on a aussi des emprunts pour les acheteurs avec des dossiers complexes ou non conventionnels. Et je travaille avec des banques et des institutions financières différentes. Cela me permet de comparer les prix pour mes clients afin d'obtenir les meilleurs taux pour eux, en plus de soumettre leur dossier à une banque ou une institution financière qui va approuver leur empreinte, même si le dossier est très complexe. Alors, travailler avec des institutions financières différentes permet l'accès aux programmes différents. C'est très important de contacter, comme Marc vous a indiqué, avant de regarder des maisons ou bien de chercher avec une banque ou un courtier pour le procès de préapprobation, on l'appelle. Alors, c'est un procès dont vous allez vous fournir vos fiches de paye, vos relevés bancaires pour montrer le solde qu'il y a sur votre compte, qui doit couvrir le montant d'apport, le coût du notaire, comme Marc vous a dit, l'escroc, on dit ici, et puis les réserves demandées par les banques. Alors, les banques demandent que, après que vous mettez l'apport, vous ayez aussi un montant pour les réserves, pour qu'ils sachent que, bon, quand vous allez avoir la maison, pendant les 6 mois ou 12 mois premiers, vous avez l'argent pour payer votre paiement mensuel. Après la révision de ces documents, l'expert de crédit vous annonce de combien vous pouvez acheter et puis, alors, quel est votre maximum pouvoir d'achat d'une maison, un appartement ou une propriété. Et puis, votre paiement mensuel inclut les taxes foncières et l'assurance. Bon, si vous achetez une maison, vous devez payer l'assurance pour la maison. Et si vous achetez un appartement, vous avez un autre coût qui s'appelle Homeowners Association, qui est le coût de gérer les appartements que vous payez à une compagnie. Si vous habitez en France, la maison que vous allez acheter, c'est considéré comme une maison secondaire. Et bon, vous devez mettre 25% d'apport. Et vous devez montrer votre fiche de paye si vous êtes employé en France. Ou bien si vous êtes freelance ou bien vous avez une compagnie, vous devez fournir une lettre de votre comptable indiquant votre revenu mensuel ou annuel pour la banque. Et puis, bon, à part de 25% de prix d'achat comme apport, vous devez aussi avoir 12 mois de réserve que les banques exigent. Cela dépend du prix d'achat, du montant de votre crédit et puis le coût de notaire également. Alors, si vous habitez déjà aux US et vous travaillez pour une compagnie en tant que freelance, en tant qu'employé ou freelance, ou bien vous avez une compagnie pendant 2 ans, vous avez établi une compagnie pendant 2 ans, vous aurez des options, des prêts différents qui sont les suivants. Alors, vous pouvez obtenir un 30 ans fixe. Vous pourriez acheter avec 10% d'apport jusqu'à un montant de 1,2 million. Ça veut dire que vous pouvez acheter 1,2 million de prix d'achat de votre maison et mettre uniquement 10% d'apport dans certains arrondissements à Los Angeles ou en Californie. Il y a aussi ça fait quoi, Chérie, ça fait quoi, juste pour donner un ordre d'idée comme ça, sur 20 ans, ça fait des Par remboursements? exemple, 1200, c'est environ 120 000 $. Non, je parle des remboursements sur 20 ans du complément. Si on met 120 000, admettons, on met 100 000 d'apport et on finance 900 000 sur 20 ans, c'est difficile de donner un ordre d'idée. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, non?
Je vais vous dire, j'ai un exemple, je vais vous en Super. parler. Et puis, alors, vous avez les 30 ans fixes, vous avez des 20 ans fixes et 15 ans fixes qui ont les taux qui ont le taux moins élevé, surtout les 15 ans, le taux beaucoup moins élevé que le 30 ans, mais le paiement mensuel est beaucoup plus haut. Alors, bon, ben, si vous voulez avoir un paiement mensuel moins élevé, il faut mieux prendre le 30 ans fixe que le 15 ans fixe. Nous sommes entrés dans une période de haut intérêt. Cela a eu quelques avantages pour les acheteurs. Un avantage, c'est que vous avez moins de compétition que quand les taux étaient beaucoup plus bas. Alors, quand les taux étaient très bas, il y avait beaucoup de compétition. Maintenant, il y a moins de compétition. Ça, c'est un avantage pour les acheteurs maintenant. Et puis, bon, ben, pour que le prêt soit plus avantageux dans ce marché-là, les banques ont introduit un programme nouveau. Bon, ça fait quelques mois que vous payez 2% de moins du taux du marché actuel la première année. La deuxième année, vous payez 1% moins du taux marché. Alors, et la troisième année, vous allez payer le taux de marché. Alors, cela permet de stimuler le marché au lieu de baisser les prix, les vendeurs puissent vendre leurs propriétés. Alors, ce programme-là est pour les prêts jusqu'au 1 083 000 $. Alors, si votre taux d'intérêt est environ 6,75 à 7%, la première année, vous allez payer, vous avez la possibilité avec ce programme de payer 5%, qui est 2% moins de 7%, disons si c'est 7%. La deuxième année, c'est 6%. Alors, si votre prix d'achat est 1,2 million, vous devez mettre vous allez mettre un apport de 10%. Attendez, pardon, j'ai loupé ça. Alors, je pars à ce point-là. Si votre prix d'achat est plus de 1 million, on a parlé d'un prix d'achat de 1,2 million. Alors, si votre prix d'achat est plus de 1,2 million, vous devez mettre plus d'apport, soit 20%, soit 25%. Et avec 25%, vous avez aussi la possibilité d'obtenir un programme avec les intérêts uniquement. Ça veut dire que vous allez payer uniquement les intérêts. Cela va réduire votre paiement mensuel énormément que si vous allez payer le principal et intérêt. En plus, ceux qui résident aux USA, ils ont la possibilité de déduire les intérêts et les taxes foncières de leurs revenus et de payer moins d'impôts sur leurs revenus. Cela est nommé tax write-off. Alors, un exemple sur ce plan, c'est que si vous achetez une propriété à 1 million, par exemple, vous obtenez un crédit de 800 000 $. Votre paiement mensuel sera de 5 188 $, basé sur 6,75 de taux. Paiement mensuel de taxes foncières, c'est 1041 et paiement mensuel d'assurance, c'est 100 $. Alors, le total paiement que vous allez payer, c'est 6 329. Le total tax write-off que vous pouvez faire, c'est environ 1 600 $ par mois. Alors, cela veut dire la deuxième année que vous allez faire vos impôts, l'État va vous rembourser 1 600 multiplié par 12, c'est 19 200. Ça, c'est grosso modo, mais à chaque fois, je suggère que vous parliez avec votre comptable pour vous dire exactement le montant que vous pouvez être remboursé après avoir acheté la maison ou la propriété. Ou bien, si vous déduisez ce montant de votre paiement mensuel, c'est comme si vous payez 4 729 au lieu de 6 329. Ça fait quand même quelque chose quand vous allez acheter une propriété. Alors, à part l'avantage de l'appréciation de valeur de propriété en Californie, et surtout à Los Angeles, vous auriez également l'avantage de tax write-off et payer moins d'impôts quand vous achetez une propriété. Vous pourriez toujours refinancer quand les taux vont baisser. Et entre-temps, vous profitez de votre résidence, de l'appréciation que vous allez acquérir et du tax write-off. Les compagnies différentes ont des prédictions différentes sur les taux d'intérêt.
Alors, la plupart pensent que les taux vont baisser en 2024 entre 5,5 et 6% et moins de 5,5 en 2025. Alors, si vous achetez aujourd'hui, vous obtenez un programme avec 2% de moins la première année, 1% de moins la deuxième année, on l'appelle 2-1 buy down. Ici. Vous payez un moyen de 5,5% les 2 prochaines années. Et après, votre taux pourrait être dans les 4,5 et 5%. Avant que les taux augmentent si haut brusquement, les banques offraient des programmes différents comme 5 ans, 7 ans et 10 ans. Maintenant que le marché a changé, on voit rarement ces programmes-là. On voit plutôt ces 30 ans fixes, mais après que le marché va revenir, les taux vont baisser, il y aura beaucoup plus de programmes. Ces programmes vont revenir. Et c'était très bien pour les gens parce que il y avait des 5 ans fixes très bas et surtout avec les intérêts on appelle, que vous payez uniquement les intérêts. Mais votre paiement était beaucoup plus bas que si vous aviez un 30 ans fixe. Mais maintenant, bon, le 30 ans fixe, après, vous pouvez toujours refinancer. Francky, est-ce que j'ai répondu à ta question? Absolument. Merci beaucoup. OK. Alors, et puis, je voudrais vous parler également de credit score et l'importance quand vous désirez acheter une propriété. Alors, le taux de crédit immobilier change par rapport à votre apport et votre credit score. Alors, plus votre credit score est élevé, plus le taux est meilleur. Il faut expliquer, Sherry, en quelques mots pour les Français, ce qu'est le credit score, parce que c'est un concept qui n'existe pas réellement. Oui, bien sûr. Alors, le credit score, il y a 3 bureaux aux États-Unis qui fournissent les credit scores aux crédits des compagnies de crédit. Alors, si par exemple, d'abord, je vais vous dire ça. Alors, ils ont des facteurs, ce sont des facteurs qui évalue votre credit score. D'abord, c'est la durée que vous avez établi votre crédit aux États-Unis. Ça veut dire, si vous êtes là depuis 10 ans, vous avez établi un crédit pendant 10 ans qui est beaucoup mieux que si vous êtes là pendant 2 mois. Alors, ça, c'est un facteur. L'autre facteur, c'est la proportion entre le maximum de crédit que vous avez sur une carte et la balance que vous avez. Ça veut dire que si, par exemple, si vous avez un crédit à 5 000 $ maximum crédit et vous utilisez 3 000 ou 4 000, vous avez uniquement 1 000 $ de balance. Ça diminue votre credit score parce que vous avez pris la plupart de votre crédit. Alors, il vaut mieux que chaque mois, vous payez une grosse partie, si vous utilisez beaucoup la carte, pour réduire le montant que vous devez sur chaque carte. Troisième facteur, c'est de payer à l'heure. Alors, si vous payez au-delà de 30 jours, les créditeurs, ils vont ils vont avertir les 3 bureaux que vous avez 30 jours de retard. Et puis, si vous avez 60 jours de retard, c'est pire. 90 jours de retard, c'est encore plus pire. Alors ça va baisser votre crédit. Alors, il faut payer à l'heure et il faut payer pendant les premiers 30 jours que vous avez l'occasion de payer. Et puis, si les retards sont récents, ça va diminuer plus que si les retards étaient il y a 1 ou 2 ans. Par exemple, si vous aviez un retard de 30 jours de plus il y a 2 ans, c'est mieux que si vous avez juste, par exemple, il y a 1 mois. Alors, plus c'est récent, plus c'est pire. Et puis, les non-paiements, par exemple, si vous avez des factures de médecins, je vois ici beaucoup, parfois, les gens, ils ne payent pas les factures de médecins parce qu'ils disent que, bon, il ne faut pas qu'ils payent, leur assurance devait payer. Bon, les factures de paiement, les factures de mobile phone, tout ça, il faut les payer parce que sinon, ça va montrer comme une collection, une discollection. Et ça va baisser votre crédit aussi. Alors, pour résumer ça, aux États-Unis, comme je vous ai dit, il y a 3 bureaux.
Quand vous arrivez là, il faut, disons, établir votre crédit. Vous obtenez des cartes de crédit. Et puis ça va mettre, disons, ça va vous donner un crédit score. Alors, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas de carte de crédit, si vous achetez une voiture en cash, tout ça, ça va pas établir votre crédit. Alors, quand vous venez là, il vaut mieux parler avec quelqu'un avec même la banque ou une courtière ou un courtier pour vous donner des indications comment vous pouvez établir votre crédit et quel est le meilleur moyen et comment vous allez avoir un bon crédit score. Parfait. On va toucher bientôt à la partie questions. Si vous aviez encore quelques points. Oui. Je voulais juste, tu as dit quelque chose d'important, chérie, un peu plus tôt. Tu parlais des prêts bancaires où tu rembourses seulement les taux. Et tu ne payes pas le principal. Ouais. Alors, je veux toucher un peu là-dessus parce que les gens se disent, mais comment ça se fait? J'emprunte de l'argent, je ne paye que les taux d'intérêt, pas le principal, mais je vais jamais payer ma maison. Alors, il faut savoir une chose, c'est en Amérique, nous, agents immobiliers, on sait que les gens bougent en moyenne entre 5 à 7 ans. Ce qui veut dire que la maison sur laquelle vous avez pris un taux bancaire de 30 ans, vous n'allez jamais le payer. OK? Il faut vraiment commencer à penser différemment. En France, c'est l'investissement, ça va être pour les petits-enfants, tout ça. Les gens bougent. Vous allez bouger ici. C'est l'Amérique. Le deuxième truc, c'est que, encore une fois, on joue le jeu de l'appréciation. J'en ai bien parlé plus tôt. Donc, voilà, c'est des choses, il faut vraiment bien comprendre tout ça pour quand vous allez faire vos achats. Voilà. Oui, pour rajouter à ce que tu dis, Marc, c'est que quand le marché, comme je dis maintenant, les 5 ans, 7 ans, ils sont pas très, très compétitifs. C'est plutôt les 30 ans, mais avant, quand on avait les 5 ans, 7 ans, 10 ans, ils prenaient surtout les 5 ans parce qu'ils bougent dans 3-4 ans, ils bougent. Alors, c'était pas la peine de prendre les 30 ans de fixe. Alors, 5 ans, 7 ans étaient beaucoup plus avantageux pour eux. C'est clair. Chérie, quelque chose à ajouter, encore un point, je crois. Je voulais un screen. Oui, absolument. Partager la photo avec les coordonnées, le QR code également. Alors, on a vu la langouste. Bah voilà. Si vous contractez, bravo. Si vous contractez le prêt avec Sherry, elle vous fait un tour jet ski. C'est mon sport préféré. Enfin, c'est pas un sport, mais c'est un enjoyment. Génial. Je vous invite, les amis, à scanner de la même manière le QR code pour atterrir sur le website, le site internet de Sherry. Ses coordonnées également, adresse, email, téléphone, si vous souhaitez faire un screenshot ou prendre une photo. Merci beaucoup. On a quelques minutes ensemble pour prendre des questions. On a commencé la présentation avec Marc. Je vais commencer les questions avec Sherry. Une première question. Quels sont les avantages et inconvénients psychologiques des différents types de prêts considérés à travers le prisme de l'épigénétique, Sherry? Qu'est-ce que ça veut dire l'épigénétique? C'était mon bisutage. C'était ça. Oui, tu utilises des mots un peu. Je dois avoir Voilà, je n'ai pas résisté. Je suis désolé, je n'ai pas résisté. On va être plus sympa. Une question, y a-t-il des frais cachés ou supplémentaires qu'une personne doit connaître quand on prend un prêt, tout simplement? Alors, quand vous parlez avec un crédit immobilier expert, il faut qu'il ou elle vous dise, disons, quels sont le coût du prêt en général. Les acheteurs, quand ils prennent un prêt, soit ils sont payés, soit ils payent, disons, normal, c'est un point. Un point, ça veut dire, par exemple, si vous avez un prêt de $800,000, vous pouvez toujours payer 1% de 800 000, qui est 8 000, pour baisser votre prêt. Mais en général, les gens, ils ne payent pas de points. Alors, nous, en tant que courtière, on est payé par les banques. Alors, vous ne devez pas
c'est pas quelque chose que ouais. Alors et puis il y a aussi des coûts de la banque que quand vous parlez avec un crédit expert, il ou elle va vous donner le nombre disons ce que vous devez payer. Mais en général, c'est par exemple, peut-être, vous devez payer appraisal, vous devez payer la banque, c'est environ $1,000. Entre 2000 et 2005, je pourrais vous dire que c'est un coût à payer. D'accord. Question pour Marc. Je suppose, puisqu'il s'agit d'un concept français, existe-t-il des SCPI aux États-Unis, de sociétés civiles de placement immobilier ou l'équivalent? Ah, ben évidemment, oui, ça s'appelle en français REI, en américain REI. Les I deviennent I. Ça veut dire Real Estate Investing. Et Oui. effectivement, d'ailleurs, ça a fait fureur pendant le Covid, puisque justement, les groupes financiers ont accaparé un énorme paquet de propriétés. Quel est l'avantage, en fait? Quel est l'avantage d'utiliser ce type L'avantage pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, alors soit il fait ça solo, il vient par exemple avec un agent, moi ou un autre, et on décide d'aller acheter un produit à revenu. J'ai parlé, ça peut être une petite propriété ou avoir un duplex, triplex, ou avec quelques appartements, voilà, donc il faut le mettre en gérance, ça a un coût. Ou alors on va acheter un produit qu'on va refaire, on va l'acheter bas, on va le vendre haut. Mais ça, on est complètement impliqué. Le REI, c'est comme acheter un stock dans la bourse. Hein? C'est acheter du stock IBM et ça se fait encore IBM. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est ça la Oui, différence. d'accord, d'accord. Oui, c'est clair. Question pour Sherry. Oui. C'est la première fois que d'ailleurs on tombe sur cette question qui est intéressante. Comment on peut suivre l'état de son prêt et les paiements à venir? En général, on a une sorte de dashboard, de tableau de bord, de relevé. Enfin, comment ça se passe aux États-Unis? Tu veux dire après que Oui. l'acheteur a terminé le… Non, pendant, à partir du moment où il a le prêt, comment il suit l'évolution de son prêt, de ses remboursements, de la somme qui reste, du solde. On a, je suppose, un tableau, un indicateur, un accès, je ne sais pas. Bon, il y a un tableau on peut utiliser. C'est bon. D'abord, si c'est dans le procès de l'escroc du notaire, c'est toujours la personne à la banque qui va leur donner, disons, des informations au sujet de leur emprunt. Et après, il peut toujours, c'est un tableau, il peut mettre le montant de l'emprunt, le taux et disons l'amortization, ça veut dire si c'est 30 ans ou en Alors, général, ouais. ouais, je crois qu'elle est liée à la question qui suit. En fait, il y a plutôt questions qui sont couplées parce que plutôt qu'un simple tableau, la question, c'est comment ça se passe aux États-Unis si l'on veut faire un remboursement anticipé. C'est une des questions. Et la Ouais. question sous-jacente, c'est est-ce qu'on a ensuite accès à des documents pour mettre à jour les tableaux de remboursement et les valeurs en cours, en fait? Bon, si tu veux, disons, rembourser avant, tu peux toujours, disons, contacter la banque. Au moment où tu vas payer ton paiement mensuel, tu peux payer un autre chèque ou un autre, disons, paiement contre le principal. Ça va diminuer ton principal. Bon, en général, disent que le 30 ans, si tu payes plus d'avantages avant, le 30 ans, ça va devenir 18 ans, 20 ans, ça dépend de combien tu vas payer en plus de ton paiement mensuel. Est-ce que j'ai répondu? Je Oui. ne comprends pas très bien. Non, c'était une Ouais, première indication intéressante. ouais. De toute façon, pour les questions très particulières, pointues, auxquelles les gens souhaiteraient avoir des réponses, bien sûr, c'est le principe du webinaire. On débroussaille, on donne des indications, mais ensuite, on vous invite à prendre contact directement avec nos experts pour aller, bien sûr, plus en profondeur. Marc, Ouais. elle est jolie, la question qui est posée. Comment les saisons affectent-elles le marché immobilier? On n'a jamais posé celle-là. Elle est pas mal. Pas vraiment. On n'a pas de saison. Mais
Mais il y a, bon, non, c'est faux. Nous avons des petits moments. Il n'y a pas de saison comme en France, mais les seuls moments où on est légèrement affecté, c'est l'époque où les gens doivent payer leur impôt. Ah, Ah oui, ah oui, parce que là, on doit réhabiliser. Et puis aussi ouais. l'époque où les familles doivent prendre des décisions quand ils doivent bouger au niveau de la zone scolaire. Ah Donc oui. ça se passe en général au printemps. C'est là où les décisions doivent être prises pour justement l'année suivante, donc pour faire la rentrée au mois de septembre. Les décisions donc on voit des petits mouvements un peu plus intenses. Mais autrement, c'est vraiment un marché qui est constant. Et quel est Enfin, le délai? je parle de la Californie du Sud, hein. Oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est une question qui revient très souvent. C'est quoi le délai moyen? C'est très difficile de donner un délai moyen entre la mise sur le marché et la vente d'une propriété. Alors, il y a deux questions. Ça, c'est C'est la vraiment première, très rapide. très rapide. C'est un chiffre important. Ça s'appelle le DOM, Days on Market, le nombre de jours sur le marché. Et c'est très indicatif parce que les gens font attention à ça. Et un produit qui est sur le marché plus de plusieurs mois, on imagine qu'il y a un problème avec la propriété. Ça peut être pas de bol, peut-être qu'ils ont été en contrat, ils sont retournés sur le marché et la cloque continue de De marcher. tourner. Mais en Oui. général, les propriétés se vendent très rapidement. Un bon produit qui est mis au bon prix, il est vendu dans la semaine. Littéralement, Et moi, quand je parle avec mes collègues en Suisse, ils me disent: Ah, monsieur Marc, ben ici, nous, si on la vend l'année prochaine, ce sera bien. Mais non, non, c'est la Californie du Sud, très rapide, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est un peu la norme, d'accord? Mais Magnifique. quand on est dans le produit de luxe, un peu plus. Et le produit de luxe, c'est défini les choses au-dessus de 2 millions, 3 millions. Et là, ça peut être un mois et demi. Mais voilà, c'est toujours très, très rapide. Chérie, quel est… Chérie, excuse-moi, tu peux enlever le screen parce que là, on se voit tout petit, là, le share Oui, screen. et ça nous donne trop envie d'aller faire du jet ski, absolument. Oh oui, pardon. Et la question, l'avant-dernière question pour Sherry, parce que je ne voudrais pas terminer sur une note, je voudrais terminer sur une note positive. Quelle est la flexibilité en cas de difficulté financière comme la perte d'emploi? Comment ça se passe? La perte d'emploi, bon, si par exemple, il travaille dans une compagnie et puis jusqu'au le dernier jour, la banque, disons, demande vérification qu'ils sont toujours employés. S'ils ne sont pas employés, oui, ils ne vont pas avoir d'empreinte. Mais il y a justement récemment un autre programme que si, par exemple, ils veulent acheter une maison, bon, ils n'ont pas d'emploi, mais ils peuvent fournir un contrat qu'ils vont avoir un emploi dans 1 ou 2 mois, on pourrait utiliser ça en tant que leur emploi. Mais si à des derniers jours, ils n'ont pas d'emploi, alors oui, malheureusement. Alors je suggère toujours, bon, vous restez dans votre boulot, vous faisiez ce que vous devez vous faire pour qu'on termine l'escroc pour pouvoir avoir l'empreinte. Pour la période d'escroc, d'accord. Merci beaucoup. J'ai une question encore très rapide pour El Maestro, Marc, pour clôturer. On a donné le délai moyen entre la mise sur le marché et la vente d'une propriété. Et dans l'autre sens, à partir du moment où l'acheteur signe, il y a combien de temps pour toute cette partie-là, escroc, avant d'avoir les clés et de pouvoir s'installer dans son OK, canapé? donc à partir du moment où on fait une offre est acceptée, là, c'est 30 jours. Voilà, c'est 30 jours. Elle veut dire le contrat, c'est 21 jours, mais on a étendu ça. La norme, c'est 30 jours, parce que Chérie a beaucoup de travail à faire à partir du moment où on rentre en contrat pour sécuriser le prêt bancaire. C'est beaucoup de paperasse et les inspections techniques, tout ça. Donc, 30 jours du début à la fin, l'affaire est close. Et plus Magnifique. rapidement, si c'est cash, 2 semaines. 2 semaines. Voilà, le cash parle toujours aux Le États-Unis. cash, c'est formidable. Et ben, on va terminer sur cette phrase très made in USA. Le cash parle toujours. Il y a des questions qui arrivent en dernière minute. Je vous invite à prendre contact directement avec nos experts. Merci beaucoup, Sherry. Merci, Marc, pour votre expertise, pour votre éclairage, pour votre lumière. Et on vous donne rendez-vous à Merci très, tout très le bientôt. monde. Merci encore. Merci Okay. à tous. Merci à tous. Au Bye revoir bye. et Au à revoir. bientôt.